Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Jérôme Béglé et Olivier d'Artigol sont avec nous. Nous allons parler de la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi de nos amis de Reporters sans frontières. Vous vous souvenez que Christophe Deloire était passé ici. Il avait été très efficace, sans doute, dans son argumentation. Il a organisé aujourd'hui une conférence de presse. Alors, ces gens sont formidables parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas vraiment raccord avec ce qu'ils font. Bon. Et il est voltairien. Alors, c'est la fameuse phrase apocryphe de Voltaire. Donc, je vous propose d'écouter ce que dit Monsieur Deloire, qui est le président et secrétaire général d'ailleurs de Reporters sans frontières, sur son voltairisme. Allons-y. Vous connaissez la phrase, alors je crois apocryphe de Voltaire. Je me battrai pour que vous puissiez le dire, même si je ne suis pas d'accord avec vous. C'est exactement l'état d'esprit de RSF. On est voltairien, et disons-le, si n'importe quelle opinion, et y compris bien sûr celles qui sont sur CNews, ne pouvaient pas trouver leur place à la télévision, on serait là. On serait là, y compris pour défendre CNews. Et on les défendra toujours. Voilà, c'est nous les voltairiens. Il faut qu'il fasse un numéro comique, il faut qu'il monte sur scène. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse du stand-up. Vous voyez, parce que ça fait rire. D'ailleurs, voilà, c'est drôle. On peut la passer tous les jours. Une semaine après le déclenchement des hostilités, je pense que ils regrettent. Ils n'ont pas pris conscience de l'effet de blast, comme on pourrait dire, de souffle, de ce qui a été décidé. C'est-à-dire que ce qui apparaissait comme étant quelque chose contre la chaîne, contre CNews, va devenir une façon complète de réorchestrer, si ça va au bout, ce que je ne crois pas. Ça peut pas aller au bout. Ça peut pas aller au bout. Et tu deviens une façon complète de réorchestrer les débats en France et va être plus ennuyeux pour certaines chaînes de télévision et de radio, comme on l'a dit, que pour CNews. Et donc là, il est urgent, comment dirais-je, de replier la canne à pêche. Il est urgent de dire finalement, l'Arcom a bien replié déjà. l'Arcom a été sommé par le Conseil d'État, c'était pas eux qui étaient à la manœuvre. Philippe Bilger. Philippe Bilger. Surtout, il s'est rendu compte qu'il va nous offrir la possibilité de questionner la neutralité de tous les médias publics. Auparavant, on pouvait en penser ce qu'on voulait. Moi, je disais Pic-Panc de France Inter, c'était pas très original. Tandis que là, on va pouvoir, au nom d'une décision du Conseil d'État, dire mais c'est scandaleux. Alors, vous l'écouterez tout à l'heure parce qu'il dit, bon, on mélange pas, on n'est pas dupes. Vous verrez ça. Il dit, on n'est pas dupes. Bien sûr, c'est pour tout le monde, mais CNews, c'est pas France Inter. Excusez-moi, dans Télérama, ce soir, Christophe Deloire accuse CNews de tricherie. Moi, j'aimerais savoir qui est Christophe Deloire, parce qu'on avait le gendarme des médias, c'est normal, une institution. Et maintenant, on a le flic des médias. On a un type qui n'a aucune légitimité, si vous voulez, pour... Non, mais moi, il est venu ici, il a été incapable d'articuler deux mots. Mais j'ai vu. Je veux dire, ça a été un naufrage. Je voudrais ajouter une chose. Voilà, tout le monde a vu qui il était. Vous avez raison. C'était une catastrophe pour lui, le pauvre diable. Non, mais vous avez raison, voilà. Mais je voudrais ajouter une chose, parce que vous rigolez. Pardon, vous rigolez sur le voltairien. Mais moi, naïvement, j'ai pensé que le lendemain de la décision du Conseil d'État, il y aurait une levée de bouclier des journalistes, y compris de gauche, qui aurait dit nous ne partageons pas leurs idées. Jamais. Et nous nous battrons pour qu'ils puissent. Mais jamais, Elisabeth, vous êtes d'une naïveté. Vous vous rendez, franchement, vous êtes une enfant. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. C'est presque un compliment. Vous êtes une enfant. Je veux dire, la presse, tous les journaux, là, depuis lundi, la une de Télérama, la une de l'Express, c'est CNews. Ils n'ont que CNews à parler, pour 2 ou 3 raisons. D'abord, parce que ça se vend. Je pense que Télérama va faire sa meilleure vente en parlant de CNews. C'est pas en parlant parfois des sujets dont ils parlent qu'ils vont faire de la vente. Ça, c'est la première chose. Et on les a mis, entre guillemets, comme disent les jeunes, en PLS, tous ces gens-là. Parce que c'est une déflagration, CNews, je le dis sans arrêt, puisque ça marche. Puisqu'en fait, le public, manifestement, plébiscite cette chaîne. Donc ça les rend fous. Qu'une chaîne qui parle d'autres sujets, ou plus exactement qui reçoit d'autres gens qu'ils ne recevaient pas. C'est ça. Sujets aussi. C'est les autres sujets. D'ailleurs, je m'aperçois, je fais juste une petite parenthèse,
que notre concurrent direct, depuis hier, manifestement, parle de sujets dont il ne parlait pas forcément avant. Mais je fais il y a quelque chose de singulier dans la séquence, il existe dans des professions de l'animosité, des rapports rugueux ou difficiles, mais le niveau de détestation, quasiment de haine, dans ce monde des journalistes, atteint sur les derniers jours un niveau inégalé. C'est-à-dire que on peut avoir au sein d'une profession quelque chose de parfois un peu vif, mais là, il y a un acharnement entre collègues, j'ai envie de dire. Mais je suis d'accord avec vous, et tous les jours, je dis que les coups les plus durs que nous recevons sont les coups des journalistes, plus durs que les politiques. Je peux le vérifier. Alors qu'il y a des rédactions, il y a des confrères. Alors, deuxième passage. On pense dans notre profession. Non, mais il n'y en a aucun, mais il y a, disons-le aussi quand même, on va dire les choses. Tout le monde part sur la même ligne. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'aigreur, il y a beaucoup de rancœur. Le talent. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est des gens, c'est compliqué parfois pour eux. C'est compliqué, il faut le dire, bien sûr, c'est compliqué. Voilà, la télévision, nous on a parfois la belle vie par rapport à eux. Donc voilà, c'est pas simple, faut bien. Il y avait la possibilité d'un on aurait pu avoir un beau débat sur qu'est-ce que le pluralisme. On aurait pu avoir un débat là-dessus. C'est un vrai débat d'ailleurs. C'est un beau débat. Donc il y a plein de choses, et puis il y a peut-être aussi de la conviction chez eux. Hein. Ils pensent que vraiment. Moi, j'invite tout le monde à nous regarder. C'est tout. Ils pensent que leurs opinions sont des vérités. J'invite tout le monde à nous regarder. Hier, j'ai fait une demi-heure. Nous avons fait une demi-heure avec Nicolas Sédou. L'autre jour, on a fait une demi-heure avec Renaud Capuçon. Bon, voilà. Deuxième passage, attaque CNews justement de M. Deloire. Pourquoi nous avons attaqué l'Arcom ? Parce que c'est l'Arcom contre qui nous avons exercé un recours dans le dossier CNews. Parce qu'il y a une évolution dans les chaînes d'information. Jusqu'à présent, les chaînes d'information ont essayé de tenir une ligne distinguant le journalisme de la politique. Et en fait, c'est le contournement de la loi par CNews qui pose problème. Il y a une forme de tricherie, et il fallait mettre fin à cette tricherie. C'est le rôle de l'Arcom d'y mettre fin. L'Arcom ne le faisait pas, on a demandé à l'Arcom de le faire. Parce que CNews, comme les autres chaînes d'information, a signé avec l'Arcom une convention, dans le cadre de l'attribution de fréquences hertziennes, de TNT, qui relève du domaine public. Et cette attribution de fréquences du domaine public, elle est accordée en contrepartie d'engagement. Et c'est normal que tout le monde les respecte. Sauf à trahir les engagements contractuels et le public. Notre enjeu, c'est que l'Arcom exerce ses responsabilités. Ce que, au fond, le Conseil d'État a dit, c'est que l'Arcom n'avait pas fait son travail. Nous, c'est une idée qu'on défendait depuis 8 ans. L'Arcom n'avait pas réussi à obtenir que sur CNews, il y ait une diversité de points de vue, ni ne s'était assuré du cadre d'indépendance éditoriale. Et je dirais même que l'Arcom a tout fait pour que cette décision ne soit pas prise. Puisque l'Arcom nous a opposé des arguments dans la procédure, et que l'Arcom a même contesté notre intérêt à agir. Mais notre intérêt à agir, il était confirmé dans la procédure, et c'est nos arguments qui l'ont emporté. Bon, tout ce qu'il dit, pardonnez-moi, tout ce qu'il dit est faux, parce que CNews ne triche pas, puisque l'Arcom précisément avait expliqué qu'il n'y avait pas matière à sanctionner CNews. Première chose. Là, on va voir ce que va dire maintenant l'Arcom avec des nouvelles règles. Pourquoi pas ? Chacun sera soumis à ces règles, mais il ne peut pas dire que CNews triche. Ça, c'est son interprétation qu'il fait. Ouais. Mais évidemment, ce n'est pas celle de l'Arcom. Donc on verra. À chaque fois que je lui ai posé ces questions-là, il n'y a jamais répondu. Il triche, mais en quoi ? Comment ? Précisément ? J'attends. Moi, je lui ai posé toutes ces questions. En quoi je triche ? En quoi je triche ? En quoi nous trichons ? En quoi ? Bon, il n'y a jamais un début de réponse. C'est pour ça que tout cela, à mon avis... Le scandale, c'est d'avoir du succès. Il y a je ne sais pas, mais... oui. Non, le scandale, c'est de... ça me rappelle une chanson de Michel Sardou que j'ai adorée, qui est très peu connue. Quel talent, quel salaud. Oui, mais je veux dire, si les gens ne sont pas contents, ils changent de chaîne. Bien sûr, ils ne veulent pas nous voir. Moi, quand il y a un programme qui ne me plaît pas, je change de chaîne. Il y a 300 chaînes. Bon, là, c'est singulier d'ailleurs comme combat. Il y a 300 chaînes en France. Bon. On n'a pas les questions ?
J'aurais aimé savoir si des confrères ont protesté. Mais vous aurez... Je sais, une enfant. Mais la France... Vous avez 80% des gens qui sont très à gauche dans ce métier. Mais il y avait peut-être les 20% des autres. Très à gauche. Donc, effectivement, ils ne peuvent pas supporter. Par exemple, ils vous entendent, vous. Bon, vous êtes plutôt à droite. Monsieur d'Artigol, il était habitué avant. On entendait sa parole sur les plateaux. Mais vous, on l'entendait peut-être moins ou on vous entend moins ailleurs. De la même manière que notre ami Goldnadel n'est pas invité sur le service public. Je n'ai jamais autant parlé qu'ici. Mais attendez, moi, à un moment, les gens qui pensaient comme moi ont été écartés des autres plateaux. Bon, vous n'avez jamais autant parlé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est 80%. Je ne connais pas de journaliste qui vote Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen. Ça n'existe pas. Il n'y en a aucun. Il n'y en a pas. Aucun. Dans tous les cas, ils le disent pas. Aucun. Donc, ça représente... Comment ? Non, mais ça représente 40% de l'électorat. Il n'y en a pas un. Bah oui. Pas un. Non. Ah non. Il y en a, à mon avis. Pascal, Mais il vote... Il y a des journalistes qui votent. Mais écoutez, mais même des journalistes, même des journalistes qui votent Emmanuel Macron au premier tour, il n'y en a pas, quasiment pas. Ils votent Jean-Luc Mélenchon, ils ont voté au premier tour. Je vous assure, c'est comme ça. Il y avait eu un sondage. À l'école des journalistes. Bien sûr, tout le monde sait ça. Alors évidemment, c'est pas. Mais le pluralisme, c'est pas une question de droite et de gauche. Je veux dire, c'est pas seulement ça. Question d'état d'esprit. C'est la liberté de. Bon, le service public. Le service public. Alors là, c'est un des passages vraiment que j'ai préféré. Parce qu'il dit, bon, ça s'applique à tout le monde, mais nous sommes vigilants. Nous savons. Nous, Christophe Deloire, son prénom, Christophe ? Oui. Nous, Christophe Deloire, nous savons. Nous avons le bien et le mal. Nous savons, évidemment. Le camp du bien, le camp du bien, le camp du mal. C'est ce qui régit Paris depuis quelques temps. Et on les paye. Avec... Monsieur... Oui, c'est subvention. Bon, ne soyez pas... Si, à fond, c'est d'argent public. Excusez-moi. Toi, tu as payé pour te faire taper dessus. Très bien, vas-y. On paye déjà France Inter. Allez, écoutons Monsieur Deloire qui nous fait le camp du bien et le camp du mal. La seconde question, c'était sur France Inter ou sur les médias publics. La loi, elle est la même pour tous. Évidemment qu'on a connaissance de griefs qui sont invoqués à l'adresse du service public. Ça mérite d'être regardé. Mais non, encore une fois, on n'est pas dans une logique politique, donc on ne dit pas qu'il faut regarder d'un seul côté. On ne fait pas non plus de fausses équivalences. On ne dit pas qu'il y a similitude entre des chaînes de nature différente. Mais ça mérite d'être regardé, évidemment. Et puis du point de vue démocratique, dès lors qu'on est là sur les principes, il faut qu'ils soient mis en œuvre et qu'ils soient mis en œuvre partout. Et c'est ce qu'on a obtenu de la décision du Conseil d'État, qui évidemment a vocation à être mise en œuvre partout. La loi, elle n'est pas spécifique pour une chaîne plutôt que les autres. Vous savez ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles. La condescendance avec laquelle il traite un problème qu'il nous permet d'aborder, mais en considérant qu'il est dérisoire. Et quand on lit un reportage, je ne sais plus où je l'ai vu, un journaliste a suivi quasiment toute la journée France Inter et a constaté... Dans Causeur, sur le site de Causeur. Absolument, c'est extraordinaire un excellent papier. De voir à quel point tous les journalistes, sans exception, ont une tonalité de gauche. Un jour, le plus proche conseiller en communication de Bill Clinton avait dit « On a écrit beaucoup de choses sur la communication, mais au final, au bout du bout, il reste une chose, la sincérité. Est-ce que celui qui parle est sincère ? Ça se ressent directement. Et là, il ne pense pas ce qu'il dit. Ça se voit. Il le dit, mais on voit qu'il ne le pense pas. Il n'est pas du tout sincère. Il est mal à l'aise. Bon, allez, le dernier. Ce qui se conçoit aisément est exprimé clairement. Il y a des mots pour le dire. Là, c'est un charabia dont j'ignore. Non, mais il ne pense pas ce qu'il dit. Et aboutissant. Il est très gêné. Vous avez raison. Vous voulez un dernier passage ? Non. Allez. Ah oui, non. Non, moi j'aime beaucoup. Ah, vous aimez beaucoup. J'aime beaucoup le voir empêtré un dernier passage. dans une argumentation. C'est sûr qu'il n'est pas. Il y a des gens effectivement qui sont peut-être plus explicites.
Ah oui, là, il est mal à l'aise. J'ai presque de la pitié, moi. Ça fait pas juste rire. Écoutons, mais non, mais... C'est des flics. Non, Vous voulez que je vous dise, Oui, ce sont des flics, ce sont des... Ils veulent vous ficher, Les voilà. policiers, parfois, ont Ce sont des journalistes qui veulent vous ficher. C'est formidable, d'ailleurs. Il est trop mal Non, il dit que non. Il dit que non. Mais il vous dira, vous connaissez, il vous dira jamais. Non, c'est des gens qui ont... C'est drôle de faire ce métier pour aller fliquer les autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il veut vous ficher en disant Bien qu'il est sûr. pour la liberté. Bien sûr. Ce sont des flics moraux. Bah, les flics sont Mais- toujours mais- moraux. mais- mais- non, Ça commence Mais- malheureusement. Je vous répète, tout ça. J'attends avec impatience ce que dira l'Arcom. Que voulez-vous que dise l'Arcom? Elle va dire Jérôme Béglé, dire Olivier L'Arcom a d'Artigol. l'air de dire que les cartes de presse vont échapper à cette Oui. espèce de tri. Ah bon? Bah écoutez. Ils ont rendu une. Ah bon Bon, une écoutons, communication là-dessus. Oui. écoutons le dernier passage de M. Deloire. Ce que nous serions, un syndicat de commissaires politiques. En une semaine, nous avons été accusés de macartisme, de stalinisme et même de nazisme, disons-le, puisque nous avons été accusés de vouloir apposer sur les personnes des triangles, comme il y avait des triangles rouges, roses. Bref, nous serions les pires ennemis de la liberté d'expression. La France serait menacée, je dis ça vraiment pour rappeler ce qui a pu être dit cette semaine, serait menacée de dérives illibérales, de vouloir ficher politiquement les journalistes. Vraiment accusation sur cette affaire, disons-le, complètement délirante. De vouloir établir des fichiers comme il y en avait eu dans l'affaire Dreyfus. Et je passe sur des visuels qui laissent à penser qu'on serait un peu comme les frères Kouachi. Alors il y a eu d'autres allégations, selon le fait que les médias pourraient être placés sous surveillance, sous contrôle du fait de cette décision de justice, qu'on voudrait construire une usine à gaz. Bref, des critiques sans lien avec la vérité, la réalité. Et franchement, je crois qu'à Reporters sans frontières, on ne mérite pas ça. On n'a rien fait d'autre, encore une fois, que de demander l'application d'une loi juste au fonctionnement des médias. Et face au bruit et à la fureur, vraiment, je voudrais dire qu'on est pleinement serein, on garde notre calme. C'est extraordinaire parce qu'il énonce avec beaucoup de précision ce qu'on peut reprocher à la démarche qu'il a mise en œuvre, mais il n'y répond absolument Il n'y a pas. jamais l'ombre d'un argument. J'ai lu pendant. Il n'y a pas l'ombre. Ouais. Ce qui est fascinant dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas. Voilà, vous avez tant de personnes, vous avez tant de sujets. Il n'y a pas l'ombre du début d'un argument. Mais- Moi, je veux bien. C'est ce qu'on Est-ce appelle que un vous- procès stalinien. Hein. Bah oui, mais- Exactement ça. Oui, mais est-ce que vous avez écouté François mieux organisé. Jost? Est-ce que vous avez Oui. écouté Non mais franchement, Vous parce que là, écoutez non mais là, quelque chose, excusez-moi quand je pense que lui c'est un universitaire. Vous avez écouté Non mais c'est hallucinant. François Jost, où il est, le pauvre. Oui, mais c'est Absolument. hallucinant. Mais d'accord, mais c'est quand même sur la base de son machin là, de son. D'un pauvre Il a- rapport mais enfin- fait il y a 2 ans qui a duré 15 Oui, jours. fait il y a 2 Il ans. a le- écouté il y a 2 ans CNews pendant 15 jours. Oui, il a je fait sais. un rapport et de Et conseil c'est sur d'État cette base que, Mais- que RSF fonde sa démarche. Et puis en plus, excusez-moi, que ce type soit à l'université, moi, je l'ai découvert à cette Mais il occasion. est Allez, totalement on va faire la pause et on va changer de c'est un sujet. naïf absolu. En Et tout sinon, cas, non. je vais vous dire, il y a une chose qui est bien. Au moins, nos confrères devraient nous remercier. Parce que ils vendent de la presse grâce à nous. La une de Télérama, je l'ai dit, la une de Express, il y a plein de papiers. Donc ça, et puis ils n'ont que ça à écrire, c'est News. C'est la chose la plus importante au monde aujourd'hui, c'est News. C'est le truc le plus important. Tout le monde a un avis. Donc Que le New on York fait du Times papier. a fait un papier, c'est ça qui est cool. Non, mais bon, On c'est l'attend, vraiment on important. l'attend. Bon, on marque une pause. On va parler de l'imam, on va parler des agriculteurs, on va parler de la chiffre de la délinquance. Et alors, Roland Bertin est mort. Ah, Oui, il avait 93 ans. Roland Bertin, il était l'inoubliable interprète de Ragueneau dans Cyrano de Bergerac, avec Gérard Depardieu dans le film de Jean-Paul Rapneau. Vous le voyez. Il a été à la Comédie Française je ne sais combien de temps et il a joué... il a
Le bourgeois gentilhomme, Don Juan, voilà, au théâtre. C'était un merveilleux comédien. Et c'est vrai que Ragueneau, d'abord, ce Cyrano de Bergerac, on ne peut quasiment plus voir Cyrano, tellement Depardieu est Cyrano, et Anne Brochet est Roxane. Vous avez raison. C'est la plus belle Roxane de tous les temps. Donc, ce soir, et puis la musique de Jean-Claude Petit, et la musique de Cyrano. Donc, et puis le fabuleux Depardieu, à l'époque. Il est encore exceptionnel. Non, mais vous avez raison, c'est prodigieux. On n'a jamais fait prodigieux. Même Sorano, je l'ai trouvé moins bon. Depardieu, c'était génial. Eh bien, on attend que le service public nous le remontre. Alors là, vous avez parlé d'un nom que plus personne ne connaît, Daniel Sorano, qui a fait un très grand acteur. Un Cyrano, Il a joué dans les années 60. C'était merveilleux. Et Jean-Pierre n'a pas été mauvais non plus. C'est Vincent Pérez qui était de Guiche. C'était Vincent Pérez qui était de Guiche. Non, pas de Guiche, qui était Christian. C'était Christian. Et de Guiche, c'était Jacques Weber. C'était absolument formidable. Formidable, Jacques Weber, de Guiche. À tout de suite. On passera peut-être un coup de fil à Robert Ménard parce qu'il m'a envoyé un petit texto. N'oublie pas que Reporters sans frontières, ce n'est pas cette marionnette, m'a-t-il écrit. Tu le sais, je ne voudrais pas que des dizaines d'années de travail se réduisent à cette mascarade. L'imam, effectivement. Alors aujourd'hui, beaucoup de médias en ont parlé. Et c'est intéressant, d'ailleurs, de voir... D'ailleurs, pour relayer ces fausses excuses et ces... Lapsus. Sur lapsus, mais je ne dois pas savoir ce que c'est la définition du mot lapsus. Lapsus, c'est un mot à la place d'un autre. C'est pas 43 phrases à la place de 43. C'est ce qu'a dit le préfet. Je vous propose d'écouter Marie-Liesse Chevalier nous fait un point sur ce dossier. Accusé de propos anti-français lors de prêches. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Cet imam tunisien est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Majoub Majoubi, imam de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard et vice-président du conseil départemental du culte musulman, devrait perdre son titre de séjour. C'est en tout cas ce qu'a demandé Gérald Darmanin. Interrogé, l'imam a concédé un lapsus. C'est un propos qui a dépassé ma pensée. Je parlais d'une toute autre situation qui n'avait rien à voir avec la France ou le drapeau tricolore. Je comprends que ça ait pu choquer. C'est un lapsus. Moi, je ne sors pas de l'ENA ni de la Sorbonne. Jérôme Bonnet, préfet du Gard, ne croit pas à ces explications. Il parle de propos régulièrement problématiques et d'une mauvaise gestion de la mosquée. Plusieurs dizaines de minutes de prêche qui ont été analysées par les services spécialisés et qui recèlent bien d'autres choses que ce pseudo-lapsus. Là, il se trouve que les prêches qui ont été publiées, puisqu'ils ont été publiés au mois de février, comportent effectivement plusieurs passages qui sont très problématiques et, à mon sens, tombent sous le coup de la loi. Ce sera à l'appréciation du parquet. Cette demande d'expulsion s'inscrit dans la volonté du gouvernement de lutter contre l'islam radical et politique. Et en plus, il prend les gens pour des imbéciles. Oui. Et certains médias feignent de le croire. Mais moi, je pense qu'on devrait même... très bien, même si c'est totalement faux. Il a dit multicolore, c'est le drapeau LGBT. On ne veut pas chez nous. Il n'a rien à faire chez nous s'il pense que le drapeau LGBT... Tricolore. Non, mais c'est pas multicolore. Mais ce qu'il dit... mais ce qu'il dit, il dit, je voulais dire multicolore. Et je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Mais s'il pense que le drapeau LGBT est satanique, au revoir. Voilà. C'est tout. Donc, notre ami. Oui. Je veux dire, je crois que vous avez raison. Il a bien dit. Personne n'est dupe, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas. Et vous allez écouter Madame Kebab, qui était ce matin avec nous, Linda Kebab. Il est invirable. En fait, la France est désarmée, impuissante. Il n'est pas en garde à vue ce soir. Il ne sera pas expulsé demain. Il ne sera pas. Comme d'habitude. Il sera pas. Il va y avoir 23 recours judiciaires. Et pourquoi on l'empêche pourquoi il n'est pas on ne l'empêche pas de prêcher? Oui, je suis d'accord. On peut, ça, je pense que c'est possible. Oui, ça devrait être possible. Il y a une décision administrative qui peut empêcher. Et quelle est l'autorité qui est au-dessus de Gérald Darmanin, j'imagine. Ministère de l'Intérieur et là-dessus. Oui. Aucune sanction pour le moment. Aucune sanction. Mais les autorités religieuses, vous avez eu le président du CFCM. Oui. Il s'est le vice-président Zecri, oui. Dissocié. Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'ils peuvent prendre à ce niveau-là Mais pas, non, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de clergé. Et comme il est président, en plus il est président de sa mosquée, il y a 2 mosquées là-bas, il est président de sa mosquée. Généralement, c'est le président qui peut sanctionner l'imam, mais lui, il est président de sa propre mosquée. Donc il ne peut évidemment pas se sanctionner lui-même. Écoutez, Madame Kebab.
il ne pourra pas être expulsé. Parce qu'à la différence de l'affaire avec M. Iquissen, en effet, au début, une autorité judiciaire administrative avait dit qu'il n'était pas expulsable parce que ça contrevenait à l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit à une vie de famille. Sauf que derrière, une autre autorité a cassé en disant que ces enfants étaient tous majeurs et donc ils n'avaient pas besoin de leur père. Je vulgarise. Là, dans ce cas-là, ce monsieur a des enfants mineurs. Donc il ne sera pas expulsé. Pascal, réellement, je ne saurais pas reprendre en détail l'argumentation que j'ai entendue tout à l'heure par une avocate spécialisée dans ces droits d'imams et d'étrangers. Elle estimait, elle, que ça n'était pas du tout impossible d'expulser cet imam, ce qui est intéressant, malgré la présence des enfants en bas âge. Comment s'est sortie cette affaire? C'est parce qu'un député du Rassemblement national l'a mis sur les réseaux sociaux. J'imagine que cet homme, il est regardé de très près par les services de renseignement. Rien n'est jamais sorti. Ceux qui écoutent ses prêches n'ont jamais rien dit non plus, manifestement. Donc il faut que ce soit un député du Rassemblement national qui rende ça public pour qu'il y ait réaction. Donc tout fait sens toujours dans ces histoires. Ce qui veut dire qu'il y a probablement des dizaines d'imams de cette eau-là, si je puis dire, dans les mosquées françaises. Mais on le sait. Moi, je l'échelle d'un territoire, on connaît les mosquées sous influence salafiste et celles qui ne le sont pas. Il me semble. Et pourquoi l'État a cette information? Savoir, c'est bien. Il y a quand même du renseignement territorial dans notre pays, encore un peu, non? Non, mais savoir, c'est bien. D'accord, mais alors... Il y avait eu un... Darmanin avait d'ailleurs, à un moment donné, je ne sais plus dans quel moment, il avait indiqué qu'ils avaient une connaissance de... Mais on achète la paix sociale sans doute. On doit mais parce que... Voilà, on le sait, la preuve. Il faut que ça sorte comme c'est sorti. Et cet homme est sans doute connu depuis très longtemps des renseignements. Mais en quoi attendez, en plus, ça trouble la paix sociale de montrer du doigt pour expulser cette imam? Parce que ce n'est pas des minorités parce qu'on n'arrête pas de dire, pour se rassurer, ce sont de toutes petites minorités. S'il y en a autant de ces... Pardon, s'il y en a autant de ces imams salafistes, c'est bien, et que ces gens ne les dénoncent pas ou ne vont pas eux-mêmes sortir des trucs en disant ça ne va pas. C'est bien qu'il y a quand même... plus qu'une micro-minorité qui les suit, qui les écoute, qui trouve que ces discours sont très bien. Et Madame, des influences étrangères, on n'en parle pas. Madame Bergeau-Blacker, Florence, elle était ce matin à l'heure du déjeuner sur le plateau de CNews. C'est pas parce qu'on va l'expulser qu'il n'y en aura pas 10 000 derrière. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Et là, je ne parle pas que des imams, parce qu'il y a des imams, bien sûr, mais il y a aussi les prêcheurs. Sur Internet, vous en avez plein, ou des moralisateurs ordinaires qui vous disent ce qui est halal et ce qui n'est pas halal, comme ça, tous les jours. Donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop mettre l'accent sur les expulsions. C'est, je dirais, anecdotique. C'est anecdotique. Ce à quoi il faut s'intéresser, c'est à l'idéologie qui les amène à dire des propos comme ça. Et c'est pour ça que je crois qu'il n'y aura pas de solution politique, il y aura des solutions citoyennes. On va aller chez Laurence Ferrari. Il y a un sondage également CNews. Faut-il expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français? 92% disent oui. 92. Et ce monsieur va rester sur le territoire de France. Vous savez que les Algériens... il ne pourrait pas parler comme ça. Les Algériens, quand ils ont voulu faire le ménage dans leurs imams, ça a pas... On n'a pas eu des cours de droits de l'homme et des recours et des articles 8 de la CEDH, etc. Ça a été... non mais, il ne pourrait pas dire ça au Maroc, en Algérie, dans une mosquée, contre le pays. C'est un député en dehors de l'arc républicain qui a situé, qui a précisément parlé de cela et des valeurs de la République. C'est donc un député en dehors de l'arc républicain. Ça tombe mal. Il suffirait d'attendre demain. Il suffirait de presque rien. Il suffirait d'attendre pour qu'ils reviennent dans l'arc républicain. Ils rentrent dans l'arc républicain. Il suffirait de presque rien. Il n'y a pas de problème. Non, mais bon, vous m'avez compris, si j'ose dire. À Saint-Germain. Mais Philippe a raison, demain, Emmanuel Macron aura changé d'avis. Il le fera rentrer. Oui, pas de problème. Demain, ce sera un autre Macron. Demain est un autre jour. À Bordeaux, il disait l'inverse. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un rapport. Ah oui, mais barre à gauche, là. On en parlera tout à l'heure. Attention, barre à gauche. Barre à gauche toute. Ah oui, barre à gauche toute, parce que les élections européennes arrivent. Donc, on entendra Gabriel Attal, ce qu'il a dit tout à l'heure. Barre à gauche. Ah oui, barre à gauche. Avec la réforme de l'assurance chômage qui va encore se durcir. Oui, mais vous verrez, barre à gauche, barre à gauche, barre à gauche. Barre à gauche pour récupérer quoi comme électorat? Les médias, ils veulent juste... Vous voulez, Robert Ménard, vous voulez qu'il dise un mot, Robert Ménard? oui. Cette émission se fait en direct.
Oui, en même temps, il est en direct, donc effectivement, il dit forcément un mot. Cher Robert Ménard, vous nous écoutiez tout de suite. Oui. Donc, vous vous êtes exprimé sur Christophe Deloire la semaine dernière, mais vous vouliez peut-être dire un mot, parce que manifestement, vous avez dit « Je ne souhaite pas que RSF se réduise à cette marionnette ». Ben oui, parce que je pense, vous savez, enfin vous êtes journaliste, je suis journaliste, je pense aux centaines de gens qui partout dans le monde se battent pour Reporters sans frontières. Et c'est pas des guignols comme ça. Je veux dire, moi je peux vous citer des noms dans des pays où honnêtement il fallait être sacrément courageux, plus que nous, pour dire je suis le correspondant de Reporters sans frontières. Et ça me fait de la peine que cette espèce de pingouin là nous tienne un certain nombre de propos invraisemblables. Et je pense à ces copains-là et je me dis, j'ai pas envie que demain les gens se disent, parce que moi on me l'a dit dans un taxi hier, la dernière fois à Paris, hier ou avant-hier, le type me dit, il savait pas qui j'étais, il reconnaît que je suis le maire de Béziers, et je sais pas pourquoi il me parle de ça, il me dit, ah mais c'est des beaux salauds ces gens de Reporters sans frontières. Mais vous pouvez pas savoir dans quel état ça m'a mis. J'ai dit, bien sûr que non, c'est pas des beaux salauds, c'est des gens formidables, mais c'est pas ceux-là, voilà. Et ça me fait de la peine, ça me blesse, et c'est pour ça que je voulais vous le dire, mais je me répète, mais je suis mal placé, je suis pas objectif dans cette histoire-là. J'ai des souvenirs de gens qu'on a sortis de prison, puis je supporte pas de ce qu'il est en train de raconter. J'ai en tête, là, au moment où je vous parle, des gens que je suis allé au Burkina Faso, je suis allé au Cameroun, dans des prisons et tout ça. Vous arriviez, vous les sortiez littéralement d'endroits qui sont des mouroirs. Robert. C'est ça, Reporters. Robert, je disais, les attaques que les attaques que nous subissons, ce sont les journalistes les plus vives, les plus fortes. Je crois que c'est jamais arrivé en fait dans l'histoire de la presse, me semble-t-il. Je ne crois pas qu'il y ait eu polarisation comme ça sur un journal ou sur un groupe. Et les attaques, je le répète, les plus vives, les plus puissantes, les plus fortes, viennent des journalistes. Quelle explication vous avez ? Mais parce que c'est les journalistes. Vous croyez pas que Deloire, il est tout seul? Non, mais vous plaisantez. Mais non, mais c'est pour ça que je vous dis, mais quelle est votre explication? J'ai cité Télérama, Libération, Thomas Legrand, ce matin à France Inter. Comment vous expliquez ça, que les attaques soient le plus fortes des gens qui font le même métier que nous? Que moi, en tout cas. J'ai une carte de presse, 677. Ils sont pétris de bons sentiments. Ils pensent qu'ils incarnent. Mais oui, mais attendez, ils pensent qu'ils incarnent le bien. Ils sont persuadés de ce qu'ils disent. C'est pas des gens qui jouent. Mais oui, non, vous vous trompez là. Je crois pas qu'ils savent. Non, je les prends pas pour des lapins de 3 semaines. Et je crois pas qu'ils soient pétris de bons sentiments. Je crois qu'au contraire, il y a beaucoup de passion triste chez eux. Non, vous vous trompez, Pascal. Le problème dans les rédactions, c'est qu'ils sont persuadés, intimement persuadés, qu'ils incarnent le camp du bien. Mais enfin, attendez, on a travaillé ensemble à iTélé. Vous vous rappelez la rédaction d'iTélé? Mais enfin, vous plaisantez. Je veux dire, moi, je pouvais parler avec vous, avec personne d'autre, tous les autres. Tu savais d'avance ce qu'ils pensaient, surtout. Et en général, ils pensaient exactement le contraire de toi. Même des gens moi, je me rappelle des filles avec qui j'avais discuté, qui venaient m'expliquer comment on élevait ou pas un enfant. Elle avait 23 ans, elle n'avait pas un gosse autour d'elle. Tu te dis, mais ça va pas bien la tête. Et ça, je l'ai supporté pendant des années. Enfin, mais Robert, en plus, vous le savez. Je peux vous raconter 3 anecdotes là-dessus. Quand il est lancé. C'est ça la presse. Enfin, bon, Philippe Bilger vous pose une question. Philippe, c'est pas seulement parce qu'ils incarnent le camp du bien, mais aussi parce que CNews a du talent et du succès. Il faut les deux. Si en réalité, CNews était une petite chose qui n'était pas capable d'avoir une certaine vision du monde et de la France. Bon, et puis vous rajoutez à ça une cible qui est Vincent Bolloré. Faut pas non plus être. Voilà, c'est-à-dire que c'est une cible, Pascal. C'est formidable d'ailleurs, un patron qui a réussi, qui a fait travailler pendant des années des entreprises et qu'on devrait saluer en France, me semble-t-il, comme une réussite importante. Et chacun devrait célébrer ces chefs d'entreprise comme on célèbre des artistes ou des sportifs, etc. C'est le mal absolu. Le mal absolu, c'est l'argent, la réussite. Donc il y a tout. En fait, il y a tout dans cette séquence, disons-le. Mot de conclusion avec vous, Robert Ménard. Pascal, oui. souvenons-nous
du JDD. Oui. Mais vous vous rappelez, le tollé, c'était pas simplement les partis de gauche qui disaient ça y est, regardez ce brûlot fasciste que ça va devenir. C'était les sociétés de rédacteurs. Il n'y a rien de plus réac, de plus prévisible, de plus insupportable que 9/10 des sociétés de rédacteurs, c'est-à-dire ceux qui regroupent les journalistes. Enfin, on le sait, moi je les ai subis combien de temps, pire que les patrons de presse, même un patron de presse qui t'aime pas, qui pense pas comme toi, souvent il est plus cool, plus respectueux de ce que tu penses que la société des rédacteurs qui pense qu'elle est, encore une fois, l'incarnation de ce que est le journaliste. Robert, merci d'être intervenu. Merci d'être intervenu. 20h45. Il nous reste un petit quart d'heure pour terminer cette émission. Bonne soirée du côté de Béziers. Et c'est toujours un plaisir, évidemment, d'échanger avec vous. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a reçu la médaille de la compagnie CRS 6 hier à Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes. Et visiblement, c'est une affaire d'État. Mécontent, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé l'ouverture d'un rapport administratif parce que il a été... je vous propose d'abord d'écouter... Je vous propose d'écouter Sandra Buisson qui va vous expliquer de quoi il en retourne. Chaque compagnie de CRS a une médaille qui lui est propre et il arrive au terme de visites de personnes extérieures de donner la médaille en souvenir. Il ne s'agit pas là d'une médaille honorifique. En revanche, plusieurs sources nous indiquent qu'il est d'usage en période préélectorale d'éviter ce genre de visite, d'autant plus avec un certain cérémonial, et cela pour éviter toute instrumentalisation politique. L'entourage du ministre de l'Intérieur, qui a demandé un rapport administratif, pointe une erreur d'appréciation de la part du préfet des Alpes-Maritimes, qui, selon nos informations, s'est vu rappeler ses principes après la diffusion de la vidéo de l'équipe de Jordan Bardella. Un écueil qu'avait d'ailleurs anticipé le commandant de la CRS 6, puisqu'initialement, il avait émis des doutes sur l'opportunité d'accepter cette visite. Il s'y est plié ensuite sur demande du préfet. Le ministre a rappelé strictement au préfet les règles qui valent pour tout parlementaire. Les parlementaires peuvent visiter des lieux de privation de liberté comme la loi l'autorise, mais sans presse et sans communication. Ce n'était pas le cas ici. Entourage de Gérald Darmanin. Sandrine Rousseau, quand un policier remet une médaille à un élu RN, mesure-t-on bien toute la portée politique de ce geste en République? Sandrine Rousseau. S'il l'avait donné par exemple à Manon Aubry, vous pensez que ça aurait... Le problème est que Jordan Bardella, ça ne vous a pas échappé. Manon Aubry qui est tête de liste de... J'ai fait une excellente émission avec Manon Aubry sur Europe 1. Et vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec elle. Dans la... Exactement. Je vais l'écouter. Je voulais pas attaquer Manon Aubry. Je voulais dire s'il l'avait donné à Manon Aubry tête de liste des Verts. De LFI, est-ce qu'il y aurait eu des protestations? Il ne vous a pas échappé que Jordan Bardella, et c'est parfaitement son droit, est en campagne. C'était sur la journée où il présentait son colistier venant de Frontex. Ça n'est donc pas acceptable. Ou alors, cela veut dire que l'ensemble des têtes de liste aux européennes peuvent aller dans cette CRS 6 Olivier, pour recevoir la médaille. Olivier, c'est même pas tempête dans un verre d'eau, c'est tempête dans un dé à coudre. On s'en fiche. Non, moi je m'en fiche pas. Vous vous en fichez, je sais. Moi, c'est pas grand-chose. Non. C'est quand même pas... La neutralité du service public, le devoir de réserve. On met pas ça sur les réseaux sociaux. Le responsable de CRS... Neutralité, droit de réserve, ça va dans un sens, responsable de compagnie de CRS, il remet une médaille. Olivier, vous pensez que les gens vont descendre dans la rue pour ça? Non, ils ne descendent pas dans la rue. Ils ont bien raison d'ailleurs de ne pas descendre dans la rue. Mais vous pourriez quand même dire que... c'est même pas une médaille en chocolat. Si ça avait été quelqu'un d'autre, sûr. S'il l'avait donné à Fabien Roussel, par exemple... Neutralité. Au véritomètre, ça sonnerait. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Bon, écoutez, ça n'a aucun intérêt. Voilà, une tempête dans un... Comment? C'est bénin. Mais je le traite parce que il a raison. Non, mais allons dispo. Allez. J'invite l'ensemble des candidats tête de liste aux européennes à aller dans cette CRS 6 pour recevoir leur médaille. Bon, Gabriel Attal. Gabriel Attal, quand je vous dis barrage à gauche, barre à gauche. Non, barre à gauche, j'ai dit. Ah non, mais ce qu'il a dit là, il a sorti la sulfateuse, si vous me permettez. C'est très intéressant parce qu'il a fait de la politique. Ah, il en fait beaucoup, oui. Gabriel Attal. Bon. Et qu'a-t-il dit D'abord, il avait proposé à Marine Le Pen, voilà. Pour le RN, les agriculteurs sont de la chair à canon électorale
Il monte sur les tracteurs et formule beaucoup de propos d'estrade, mais derrière, on ne trouve ni bilan ni cohérence. Bon, je rappelle que le Rassemblement national n'est pas au pouvoir, donc c'est difficile, effectivement, d'avoir... En 50 parlements européens, le bilan de Jordan Bardella sur l'agriculture, c'est 0. C'est vrai. 0 rapport et 0 résolution sur le sujet. C'est 0 action, mais 100% girouette, puisque le RN a voté contre la PAC en 2019 pour en 2021, et maintenant est de nouveau contre. Bon, Attal, il fait de la politique. Beaucoup. Et il sait parler. C'est un des rares dans cette majorité qui fasse de la politique et sache un peu en faire. Mais il fait ce pourquoi on l'a fait. Il avait proposé, je crois, un débat avec Marine Le Pen. Et en gros, trop tôt, vois mon subordonné. Voilà. Alors là, je crois que nous allons voir si le RN veut transformer les champs en terrain politique. Alors je suis prêt à un débat sur l'agriculture avec Marine Le Pen. On ne l'entend pas beaucoup, sûrement parce qu'elle n'est pas à l'aise avec le bilan de son parti au Parlement européen. C'est trop facile de ne rien dire. Et je crois que Madame Le Pen a répondu il y a quelques minutes. Le Premier ministre cherche à brûler les étapes, mais en pleine campagne européenne, l'arme anti-Bardella devrait surtout accepter le débat que lui a proposé notre tête de liste et président du Rassemblement national, Jordan Bardella. En gros, elle dit, moi, j'ai un statut de candidate elle a raison. et de finaliste de la présidentielle, donc je débat avec des gens qui on va voir s'il accepte ou pas. Alors c'est vrai que si vous CNews peut accueillir bien sûr ce débat. Oui. Là où c'est juste, c'est que Si Christophe Deloire, d'accord. ce qui est juste, c'est que ça Parce qu'il faut qu'on demande quand même. la nomination de Gabriel Attal a été présentée comme l'arme anti-Bardella. Comment ? La nomination à Matignon de Gabriel Attal a véritablement été présentée comme l'arme suprême anti-Bardella. Oui. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais il faut que Emmanuel Macron ne lui brise pas les jambes, si j'ose dire. Ah oui, ça, bien sûr. Parce que s'il lui met déjà Nicole Belloubet dans les pattes, si vous me permettez cette expression un peu triviale, et l'arc républicain, c'est pas la meilleure manière d'aider Gabriel Attal. Et le coup de barre. Et d'ailleurs, et le coup de barre à gauche également. Et pourquoi d'ailleurs Gabriel un peu trivial Attal, mes expressions, je vous demande de me pardonner. Gabriel Attal est en tête du sondage récent d'aujourd'hui et dans tout le baromètre de match de jeudi, vous avez vraiment une tout simplement parce qu'il manifeste une opposition subtile à l'égard des Fièvre Atalamaniaque. Vous avez vraiment les agriculteurs. Un mot sur les agriculteurs. Je voudrais qu'on voit le sujet très vite de Michael Dos Santos. Les paysans repartent. Oui. Manifestement, et cette fois-ci. Oui, il menace même d'interdire l'entrée d'Emmanuel Macron au sein du salon de l'agriculture. Oui, alors ça, je pense que si c'était le cas, il y a un doute sur le fait qu'ils puissent entrer. Ils auraient tort de faire ça. Avec une tension entre la FNSEA qui organise le salon et la coordination rurale qui a d'autres intentions. En fait, le vrai sujet, c'est que la FNSEA... Lancez-le. S'il vous plaît, arrêtez avec votre portable. On attend un sujet. Voilà, c'est pas possible. On n'a pas le droit avec le portable. On écoute, on est concentré. Vis-à-vis des téléspectateurs, c'est irrespectueux. Dites-le gentiment, si ça vous. Mais oui, parce que je vous le dis à chaque fois. Non. Et les gens, ils sont pas contents. Les gens dans la rue, ils me disent vos invités regardent les portables en permanence, ça les intéresse pas. J'attends le sujet. Vous attendez le sujet. Gentiment quand même. Voilà. Merci. Vous avez vu un peu. On va terminer à une énorme ici. Aux portes de Guingamp, les tracteurs ont de nouveau quitté les champs. Une cinquantaine d'agriculteurs sont revenus sur ce rond-point déjà occupé lors des récents blocages. Tous, sans exception, dénoncent l'absence de mesures concrètes à 4 jours du salon de l'agriculture. Le Premier ministre et Emmanuel Macron, le président, doivent vraiment taper du poing sur la table. Les normes françaises, il faut les arrêter, ou alors il faut arrêter d'importer tout ce qui vient des autres pays qui n'ont aucune norme. Les promesses aujourd'hui n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est pas ceux qui les donnent, ils en foutent. Ça fait 3 semaines qu'on nous parle de promesses et de promesses et de promesses. C'est tout. Il n'y a rien et il n'y aura jamais rien. Pour maintenir la pression sur le gouvernement, cet éleveur laitier fait également appel aux consommateurs. Il faut qu'il choisisse quand il est dans les magasins et qu'il s'impose aussi, qu'il soit capable aussi bien que quand il achète son téléphone de dire ce qu'il veut manger. Aujourd'hui, la part de budget qui est dévouée à la consommation alimentaire dans un ménage, il diminue. Et je pense qu'il va falloir remettre ça en cause s'ils veulent manger bien et s'ils veulent que leurs enfants mangent bien et vivent bien. Il faut que vous mettiez les agriculteurs français à fonctionner bien. Lors de cette mobilisation, les agriculteurs ont tenté de rejoindre le centre des impôts et la sous-préfecture de la ville bretonne. Des opérations coup de poing interrompues par les gendarmes mobiles. Demain, une nouvelle manifestation de l'ensemble des agriculteurs des Côtes-d'Armor aura lieu à Saint-Brieuc. C'est le 60e édition du Salon de l'agriculteur.
Et Gabriel Attal a dit que c'était une grande fête et qu'il ne fallait pas que ce soit un rendez-vous politique. Inauguration samedi. Oui, ça va être leur grande fête, oui. Ça va être la fête à Macron. Oui, non, mais ça va être intéressant, effectivement. Et il y a ce risque qu'il ne puisse pas rentrer. Ouais. Non, puisse pas rentrer, ça m'étonnerait, mais en revanche, il est possible qu'il y avait une possibilité d'avoir une forme de défiance quand il vient sur les salons. Mais comment vous voulez empêcher le président de la République d'entrer quelque part ? Avec un tracteur. Non. Très compliqué. Vous faites un cordon autour des entrées et bon. Mais je ne souhaite pas que ça se soit. Je vous dis simplement que c'est la petite musique qui traîne depuis 24 heures. De présence, en tout cas. Oui, il avait fait une fois combien ? 12 heures. 17 heures. Ça, je trouvais ça un truc ridicule. 14, peut-être, oui. Chaque président veut rentrer dans le Guinness des records en disant je suis resté 15 heures, moins 16 heures. Cela dit, sur le plan physique, c'est des performances incroyables. Oui, imaginez-vous être 14 heures debout, en train de... debout, hein. Il y a des... Et pensez aux journalistes qui les suivent. Non, mais 14 heures en train de parler, être attentif... C'est pas ce que vous faites, vous 14 heures à parler On peut. Mais il n'est pas debout. Et il ne doit pas manger tout le temps en même temps. Il boit pas. La vache, il boit. On ne peut pas lui dénier une grande résistance physique. Vous pouvez boire et manger en plus, 14 heures. Et les journalistes qui doivent suivre, vous vous rendez compte, ce métier, c'est dur. Les journalistes, ils sont ils sont fatigués. Bon. Vous voulez qu'on se fasse un petit plaisir ? Oui. Président Chirac, parce qu'il allait à... Porte de Versailles. Porte de Versailles. Regardez. Monsieur le Président de la République, je vous offre au nom de Monde Rural, la capitale à Noisette, le berceau de la prune, le pays de l'élevage. Alors je suis un bénévole de la République qui me bat pour le monde rural. Monsieur le Président, je suis heureux. Je vous avais porté des noisettes et des pruneaux quand vous étiez à l'hôpital. Je me souviens de ça. Vous vous souvenez de ça ? Oui. Ce matin, je me suis levé de bonne heure pour quitter cette France profonde et de vous remettre ce symbole que je vous offre, Monsieur le Président de la République, en vous remerciant pour tout. La France profonde, donc capitale à Noisette, berceau du pruneau, pays de l'élevage. Et je compte sur vous, Monsieur le Président, pour que ces villages continuent à vivre, car on se bat, même s'il faut traverser la France la nuit pour venir vous voir, Monsieur le Président. Merci infiniment. Voilà, Jacques Chirac, qui était l'ami des agriculteurs. Alors, on va terminer avec Annie Dupéret, parce que je trouve que ça signe tellement l'époque. Annie Dupéret était la marraine de SOS Village d'Enfants depuis plus de 30 ans. Eh bien, Village d'Enfants a dit, nous avons convenu avec Annie Dupéret qu'il était préférable de mettre un terme à son marrainage. Nous tenons à la remercier pour son engagement et pour sa disponibilité pendant de nombreuses années. Je voudrais d'abord dire qu'on ne dit pas nous avons convenu, mais nous sommes convenus. Le verbe convenir, c'est avec le verbe être. Mais bon, peu importe. Donc nous sommes convenus. Pas peu importe, oui. Voilà. Oui, en fait, comme tout le monde fait la faute, c'est entré au dictionnaire, malheureusement. Mais peu importe. Bon, Annie Dupéret. Et ce qui est formidable, c'est donc Annie Dupéret, donc elle a été virée. Elle a été virée, donc elle a été marraine, pour une phrase. Et je vous propose d'écouter cette phrase parce que ça en dit vraiment beaucoup sur le monde sur lequel nous... Je manque d'expérience personnelle, de harcèlement ou de choses comme ça pour prendre position. Je vais me faire taper dessus, mais je pense que tout ça est extrêmement exagéré. Que quand même, 6 ans avec un réalisateur... sous emprise, je veux bien, mais quand même consentante, non ? Je veux dire, je sais pas trop quoi penser de ce truc-là, mais j'aime pas les chasses aux sorcières tardives comme ça. Sa carrière est en difficulté parce qu'effectivement, dans ce monde-là où il y a une forme d'intolérance, alors nous c'est paradoxal parce qu'on a envie effectivement de défendre Judith Godrèche, bien évidemment, dans sa relation avec Benoît Jacot. Elle avait 14 ans, donc c'est une relation parfaitement immorale pour le moins. Et en même temps, on n'a pas envie d'être dans cette chasse aux sorcières parce qu'elle a dit mot de travers. Enfin, moi, donc vous êtes dans une position de nuance. Non, moi, je voudrais vous remercier parce que moi, je n'ai pas envie, excusez-moi, je suis un peu comme Annie Dupéret. Non, je n'ai pas forcément envie de la défendre. Et c'est un des rares endroits où on peut le dire. Parce que j'ai regardé beaucoup d'émissions sur le sujet pour un travail que je fais. Si vous voulez, le monolithisme sur ces sujets. Et rappelez-vous qu'il est arrivé la même chose à Pierre Richard pour avoir signé une tribune. On l'a aussi viré du de ne pas défendre Judith Godrèche. Elle a 14 ans, elle est avec un homme de 14 ans. Je n'ai pas le temps maintenant de vous expliquer pourquoi j'introduirais des nuances. Je voudrais dire une petite chose. Pardon, j'introduirais des nuances, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que ce serait trop long. Simplement,
vous avez mis le doigt sur le plus important, c'est-à-dire qu'une parole qui n'est pas conforme à ce que tous les autres disent, c'est-à-dire, Pierre Richard, il a peut-être fini sa carrière de cinéaste, mais on lui a fait la même chose pour une association. Il y a des gens, moi je pense à des tas de gens, si vous voulez, ils ont signé cette tribune, et voilà. Vous avez dit la carrière d'Annie Dupéret est peut-être en difficulté. Oui. Il se trouve que c'est notre ami Alain Hichou qui s'occupe de la pièce Duplex, qui se joue à partir de la semaine prochaine, Tête de Paris, dans laquelle il y a Annie Dupéret, mais aussi Pascal Légitimus et notamment Francis Perrin. Ils en sont à 700 réservations par jour. Donc dire que ça va durer un mois, et ça va être complet. Donc entre encore une fois l'écume médiatique des choses. Est-ce que pensent vraiment les Français? Ça sort quand qu'on appelle Alain Hichou pour y aller? C'est au Théâtre de Paris, je crois que c'est à partir de la semaine prochaine. Le plus grand théâtre de Paris. C'est un théâtre quasiment c'est 950 places, et ils en réservent 600 par jour, et ce sera plein, m'a-t-il dit. Mais elle s'est excusée. Pour rejoindre votre propos et sortir de cette promotion, je trouve que je soutiens à fond la cause de Judith Godrèche, mais votre question, c'était de considérer qu'on n'a même plus le droit d'interroger. En réalité, ça me rappelle Michel Drucker qui pose une question sur la réalité de quelque chose. Bien sûr. On n'a plus le droit de questionner. Et ça, c'est un scandale. Le duplex, c'est du 22 février au 31 mars. C'est de la promotion. Didier Caron, et c'est avec Annie Dupéret, Pascal Légitimus, Francis Perrin, Corinne Touzet. Excusez-moi, c'est 4 grands comédiens quand même. MeToo dans le cinéma. Judith Godrèche va prendre la parole au César ce vendredi. Elle va prendre la parole. Ça sera l'événement de la soirée. Hein. Oui. La prise de parole de Judith Godrèche va prendre la parole. Je pense que quand elle va arriver, tout le monde va se lever pour saluer effectivement Judith Godrèche. Et voilà, et ça sera intéressant de l'écouter. Qui n'est pas auditionné au Sénat aujourd'hui? Pardonnez-moi de le dire. Je suis un peu vexé. Faut vraiment, si t'es pas auditionné au Sénat, c'est que t'as raté ta vie. Pascal, le Sénat? Bah écoutez, d'abord, je sais pas si c'est le Sénat, c'est une commission d'enquête des députés, je crois. C'est le 29 février. C'est à l'Assemblée nationale. C'est quand? Alors dites-moi. C'est le 29 février et nous répondrons. Que je ne vous manque pas. Mais non, mais avec précision et aussi avec sérieux et gravité. C'est un moment important, bien sûr, et il ne faut pas prendre cela. C'est à quelle heure? Je crois que c'est à 11h du matin, donc il faut être, là-dessus. Mais non, mais je veux dire, c'est la représentation nationale qu'il faut respecter. Vous avez raison. Et écouter avec déférence, puisque ce sont les élus du peuple. Écoutez la déférence. Pas mal. Donc c'est dans cet esprit que personnellement j'irai et que tous mes amis iront également, bien évidemment. Il est 21h01, il arrive. Bonsoir. Vous avez vu, on a salué Roland Bertin, qui est un comédien de 93 ans, qui jouait ce merveilleux Ragueneau dans Le Pâtissier, dans Cyrano de Bergerac. Tadam, 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 tadam. La musique de Jean-Claude Petit. Le film de Jean-Paul Rappeneau. La musique d'Edmond Rostand. Raison. Non mais... j'ai séché l'idée. Edmond. Non mais c'est... Bon. C'est un bel âge, bien sûr, mais c'est surtout un comédien à l'ancienne. Vous savez, il y avait un autre comédien qui s'appelait Michel Robin. Vous vous souvenez de Michel Robin à la Comédie Française? Pareil, ce sont des gens d'un... Mais un très bon jeune comédien à l'Académie. Oui, je suis d'accord. Toute la troupe, vous avez parfaitement raison. Voilà. Vous avez vu le Molière d'Olivier Py? Non, mais je veux aller le voir avec Monsieur Lafitte. Exactement. Le Molière imaginaire, bien sûr. Il est très très bien. Bien sûr, je veux voir ça. Dans un instant, on va continuer à développer les thèmes de l'actualité. Vous verrez quelques images quand même. On va commencer les. Il est mort un 17 février, je crois. 16 février, Molière. On a célébré. On aurait dû 17 février. On aura quelques images du Mont Valérien, parce que ce soir, il y a eu la veillée. La veillée pour Manouchian. C'est la première étape de cette panthéonisation dont on va reparler dans un instant. Vous verrez quelques images. C'était assez émouvant, d'ailleurs. Voilà. Bien d'autres thèmes aussi ce soir.
Il y a quelqu'un qui dit, Monsieur Pro, avant d'engueuler ceux qui utilisent leur portable durant l'émission, montrez l'exemple en utilisant pas le vôtre durant l'émission également. Et Toc, merci à cette voilà. Est-ce que c'est la même personne qui vous envoie les SMS politiques? C'est un monsieur qui est membre du Conseil national du Rassemblement national. Donc vous voyez, alors ça... Il est équanime. Comment? Il est équanime. Voilà. Action-réaction. Et puis, action-réaction. La parité à tout point de vue. Écoutez, merci les amis. C'était un plaisir. J'ai pas dit qui était avec nous ce soir. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Guillaume était à la vision, Jean-François Couvlar était au son. Merci à Benjamin No, à Marwan Saïr, à Guilhem Lafage. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Olivier, dans une seconde. À demain matin.